Aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau sur la chaîne. J'ouvre un nouveau format qui va être le Je teste pour vous. J'ai été challengée par Eric, donc l'un de mes abonnés que j'embrasse, pour faire la revue complète de la gamme Orto Parisi. Et en fait, Eric m'a envoyé sous forme de petits décants comme ça, des petits 2 millilitres, toute la gamme. Donc il y a 8 compositions. Et donc j'ai accepté le challenge parce que je trouve ça vraiment sympa, vraiment cool, à la fois pour découvrir eh bien une maison que je ne connaissais pas, et puis à la fois pour vous apporter mon humble éclairage et mon humble avis à ce sujet. Voilà, je te remercie beaucoup Eric, et puis bien écoute, cette vidéo à la base est pour toi, j'espère qu'elle va plaire au plus grand nombre, et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factis, l'encyclo parfum. Ah! Alors je reconnais ne pas avoir pris conscience de la situation dans laquelle je m'embarquais en faisant la revue de cette maison. J'ai découvert plein de choses. C'est une maison très singulière, avec beaucoup de jus très intrigants et avec un parti pris, une décision artistique de la part de son fondateur Alessandro Gualtieri, donc, qui se désigne comme un cultivateur d'odeurs, hein. Il cultive le jardin des odeurs corporelles. Donc c'est un petit peu spécial, mais néanmoins extrêmement intéressant. Alors, ce sont des choses qu'on retrouve chez État Libre d'Orange, et puis c'est aussi une démarche qu'on retrouve chez Acro, donc la marque d'Olivier Cresp, à peu près dans le même genre. Vous allez voir que chaque jus va correspondre à une odeur corporelle bien spécifique, et bon, il n'empêche qu'il y en a quand même qui, je trouve, ne ressemblent pas spécialement à ce qu'elle souhaite évoquer. Donc j'ai fait l'analyse des parfums d'abord, et ensuite j'ai essayé de faire le lien avec, avec la partie du corps ou la sécrétion à laquelle chaque parfum semble correspondre. De façon plus générale, Alessandro Gualtieri, c'est le nez de Nasomatto, donc en fait il a deux marques. Les deux gammes en fait comportent des parfums qui sont vendus sous forme d'extraits. Ils sont mixtes, et chez Orto Parisi j'aime bien le boulot boisé à la lutince, et je salue vraiment le travail assez diversifié mais qui a été fait autour d'une même signature olfactive. Il y a vraiment une signature salée, musquée, suave, presque à la limite du sucré, qu'on retrouve dans au moins 6 compos sur 8, hein, et qui... Ouais, des signatures olfactives comme ça, suffisamment marquées pour qu'on les retrouve, mais qui arrivent à correspondre à des jus assez différents. Je trouve que c'est fort, je trouve que c'est audacieux de... voilà, de laisser son empreinte artistique sans forcément souhaiter plaire au plus grand nombre. Vraiment j'ai kiffé. Il y a une idée de fusion entre sa part sauvage, sa part animale, à travers le parfumage, en décalage avec l'image soignée, le fait d'être tiré à 4 épingles parce qu'on termine son look avec le parfumage, et quand on termine son look avec un parfum un petit peu particulier, au final c'est complètement dévié de l'usage premier du parfum, qui est plutôt de couvrir les odeurs corporelles, hein. Historiquement c'était vraiment ça. Là au contraire, elles vont plutôt être magnifiées, prolongées, amplifiées, on va le voir. Alors les flacons sont très jolis, moi j'aime beaucoup l'idée de les avoir vraiment, c'est le même flacon pour les 8 compositions, mais il y a vraiment des couleurs qui permettent de clairement les différencier. J'aime bien, le capot est en corne de chèvre, donc c'est ce qui est indiqué par la marque, donc c'est une référence à la naturalité des choses. Les capots de chez Nasomatto sont exactement pareils, dans le sens où il y a soit du bois, soit du liège, soit également de la corne, donc il y a vraiment, encore une fois, il y a un travail artistique qui est complet autour des jus, des flacons et du manifeste donc, de la marque. J'ai eu un coup de cœur dans la marque, j'ai également été assez surprise de la correspondance du parfum avec l'inspiration, on va dire, de Monsieur Gualtieri. Et on va démarrer tout de suite, si vous le voulez bien, avec Brutus, ou Brutus, comme vous préférez. Alors dans Brutus, on retrouve cette dualité boisée et à la fois un petit peu sucrée,
à la limite de l'écœurement en fait. C'est ce qu'on peut retrouver dans les, entre guillemets, dans les gourmands masculins, enfin gourmands, à tendance gourmande masculin du sélectif, donc le mâle de Jean-Paul Gaultier que tout le monde connaît. On peut citer aussi Spice Bomb de Viktor and Rolf. On peut aussi citer Cocorico mais qui a disparu. Ce sont des choses qu'on ne trouve plus dans le sélectif, donc ça fait plaisir de pouvoir quand même les retrouver parce que je trouve que les compos ont à chaque fois été très intéressantes. Mais Brutus est bien sûr beaucoup plus élaboré et quand même plus doux, plus portable, moins atomique. Il a une facette florale aussi qui se révèle. Moi je le décrirais comme un floral oriental mystérieux. Il y a un côté fougère aussi qui se révèle, alors un petit peu plus sur les vêtements que sur la peau. Je trouve aussi que ce contraste fougère oriental est assez intriguant, intéressant. Presque bizarre, parce qu'encore une fois, le côté un petit peu sucraillé, il faut aimer ça. Je trouve que sur les vêtements, il est finalement plus portable que sur la peau. Hein. J'ai essayé les parfums sur les deux, hein, sur touche, et, sur touche, sur vêtements et sur peau. Il est parfaitement mixte. Je pense cependant qu'un homme le portera mieux. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. C'est un parfum qui est très surprenant, pour résumer, et je pense que son nom n'a pas été choisi au hasard. Brutus était plus ou moins le fils adoptif de Jules César, et la légende veut que ce soit Brutus qui ait porté le dernier coup de poignard, donc au moment de l'assassinat comploté de Jules César. Donc en gros, il y a l'idée d'être trahi par sa propre chair. Et alors, celui-ci ne fait pas référence à une partie du corps ou un fluide corporel, mais il fait référence à la part animale, sans foi ni loi, qu'on peut avoir en soi. Ensuite, une composition que j'ai beaucoup aimée, c'est Megamare, donc qui est d'un bleu pâle très très joli. Megamare, donc vous l'avez deviné, sera un marin, un salin. Il fait référence aux larmes, celui-ci. Alors moi ça m'a beaucoup plu, toujours dans ma quête du parfum iodé parfait. Là, il y a très clairement des notes iodées avec un fond boisé qui est très puissant. Il est très fort celui-ci, hein, il faut l'assumer, je pense que c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Il est très réaliste du côté marin, pas forcément du côté larme, mais du côté marin. Comment vous expliquer? Il a vraiment une odeur d'écume, il a vraiment une odeur d'eau de crique en fait. Et il sent vraiment je sais pas comment vous dire, il sent vraiment le plancton en fait, la vie marine, l'eau vivante, voilà. On va même dire qu'il y a un petit côté coquillage. Celui-ci, je pense qu'il sera bien mieux porté par un homme parce qu'il est quand même très fort. Moi, sur ma peau, ça n'allait pas du tout, mais encore une fois, le test sur peau n'est pas forcément le meilleur, bien que ce soit le genre de parfum qui sera quand même plus porté en été, donc fatalement, vous parfumez plus votre peau qu'en hiver. Moi, j'ai fait mes petits tests chez moi, mais encore une fois, je voudrais vraiment le sentir porté par un homme. Quand vraiment il fait chaud, quand vraiment il y a un mélange avec l'odeur de la peau chaude, en fait, chauffée par le soleil. Ensuite, on passe à Viride ou Viride. Donc, Viride, en fait, c'est un verre bleuté assez transparent, assez cristallin. Donc, il y a encore une fois, il y a une référence artistique. Je préfère pas comprendre tout simplement à quelle partie du corps ou à quelle sécrétion il fait allusion. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement il est très vert. Il y a un côté liquoreux aussi qu'on ressent directement après l'avoir pulvérisé. Encore une fois, celui-ci il joue avec les codes. Il y a un côté fougère lavande, mais à la fois il y a un côté encore une fois avec le fond musqué et avec la baie de genévrier qui le rend à la fois aromatique et à la fois doux. Celui-ci, je le trouve finalement plus facile à porter. Au printemps, il doit être canon. C'est pas mon préféré de la gamme. Alors, je l'associe, celui-ci, Viride, à Bergamasque. Donc, Bergamasque, tout est dans le titre, hein, bergamote et musc. Les deux, en fait, je les ai pas... Je pense que j'arrive pas à les apprécier à leur juste valeur. Bergamasque, effectivement, c'est une bergamote, hein, avec son côté à la fois zesté, légèrement acide. On retrouve vraiment quelque chose de vif qu'il n'y a pas toujours dans les bergamotes. Il y a certaines bergamotes qui sont travaillées de façon très douce, très ronde. Non, celle-ci, elle a vraiment un côté vif. Et le côté doudou, il est plutôt apporté par le petit grain. Ça, je l'ai vu après en lisant la compo. Je me suis dit, mais c'est bizarre, ça sent... Il y a cette odeur un peu de bébé. Bon, bah, c'était le petit grain, ce n'était pas la bergamote.
Sur ma peau, c'est marrant parce qu'il vire complètement lavande, donc il n'y a plus de bergamote. Moi qui adore la bergamote, je n'aime pas que ça vire à la lavande, donc sur les vêtements, il sera mieux, je pense, ou plus intéressant. C'est marrant parce que c'était celui pour lequel, naturellement, j'avais le plus d'attirance, le plus de sympathie facile. Et je dirais que c'est peut-être celui de la gamme que j'ai le moins aimé. Donc à voir sur vous, testez-le. Cette espèce de bergamote doudou, en fait, j'ai pas compris. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez à quoi ça fait allusion exactement. Je reconnais vraiment séché là-dessus. Je vous garde mes 3 préférés pour la fin. Juste avant, on va passer à Séminalis. Donc Séminalis, je vous fais pas un dessin. Chez État Libre d'Orange, on retrouve la même idée avec Sécrétion Magnifique. Là, celui-ci, Séminalis, je l'ai pas essayé très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est très sucré en fait. Il a été sucré à l'extrême. Il a quelque chose d'écœurant, de suave. Enfin là, clairement, non, ça m'intéresse pas spécialement. Ma foi, essayez-le, il va peut-être vous plaire. Je pense que là, on est plus dans le plaisir de la provoque et le plaisir de l'exploration olfactive et l'exploration de reproduction des odeurs plutôt que avec un parfum qui est vraiment fait pour être porté. C'est mon opinion. Alors, maintenant, on passe à Terroni. Donc, Terroni, ce sont les gens du Sud. En italien, ça désigne les gens du Sud. Celui-ci c'est le plus fort de la collection. Vaut mieux y aller avec parcimonie parce qu'effectivement il est très saisissant. Alors celui-ci il a vraiment été travaillé en lien avec la terre, le sang, le côté un peu bestial de l'être humain. C'est pas très sympa pour les gens du Sud mais bon, imaginons qu'il y a un lien, voilà. Alors celui-ci, tout de suite, il est très cigarette, en fait. Il est très... il n'est même pas tabac, pour moi, il est cigarette. Et ça se vérifie à la fois sur la peau et à la fois sur les vêtements. Moi, c'est drôle parce que je l'ai préféré sur la peau. Il y a vraiment un vétiver qui se déploie. Et moi, j'adore le vétiver, donc forcément, je ne résiste pas. Et c'est drôle parce qu'il est beaucoup plus fort, surtout sur les vêtements, que sur la peau. Comme quoi... faut vraiment à chaque fois essayer les deux, même si j'ai tendance à plus parfumer mes vêtements que ma peau. Il est très fumé celui-ci, très sombre. Oui, il y a ce côté terreux qui vraiment ressort. Et à la fois, il y a une petite touche de framboise qui vient réveiller l'ensemble. Moi, j'aime beaucoup, et c'est vrai depuis le début sur toute la gamme, il y a quelque chose de sophistiqué en fait. C'est très italien. Hein. Tout dans le détail, enfin vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas sûre de pouvoir le porter, mais c'est pas forcément le préféré, j'ai lu des avis aussi, hein, c'est pas forcément le préféré des parfumistas et des parfumistos, mais je sais pas, moi encore une fois sur ma peau, il passe bien, donc comme quoi on peut avoir plein de surprises. Alors on va passer à Bocca Nera, donc Bocca Nera qui veut dire bouche noire, littéralement en italien, même si en fait c'est pas un mot qui est utilisé et ça veut rien dire. Bocca Nera, je vous mettrai des images, je vous fais pas un dessin. Alors il est beaucoup moins fort que Terroni, mais il garde en fait cette puissance. J'espère que vous comprendrez, le parfum est puissant mais sans être hyper opulent. Celui-ci il est très amer, c'est vraiment l'amertume du chocolat noir en l'occurrence qui pour moi est frappante. Il est amer, il est terreux, il a quelque chose de cru en fait. On y trouve la crudité des tiges vertes. On a vraiment l'impression de... comment dire? Ah, on a vraiment l'impression d'avoir avalé de la terre humide avec tout ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment le côté toute la faune hein, d'une motte de terre qui ressort, les champignons, enfin toute la microflore, les champignons, les... Ouais non, en fait ça je peux pas vous dire, j'en sais rien. Et puis, il s'adoucit. Il s'adoucit et il devient je sais pas comment vous dire. Moi j'ai vraiment l'image d'un loup ou de la bête du Gévaudan qui se laisse apprivoiser en fait. On dirait des loups. Il y a un fond vanille coco qui assouplit le tout et qui le rend quand même, je trouve au final, assez confortable. Si je devais le résumer, je dirais chocolat noir, santal et musc. Avec un ensemble, ou un résultat très dense. Et je termine avec Stercous qui est mon préféré. Je vous laisse aller voir sur Google à quoi fait référence Stercous.
moi je trouve qu'il est très amandé en fait, celui-ci, donc il y a vraiment l'amande et l'héliotrope qui viennent lui apporter mais une rondeur et une souplesse tout de suite. Il est douillet en fait, il est douillet, je trouve que c'est le terme. Il est boisé, il est élégant, il a quelque chose de fin, une petite pointe fumée également. Au final, il est plus bestial, je trouve, que les deux précédents, donc que Terroni et Boccanera. Mais comment vous expliquer? On a envie de se lever dans ses bras en fait. Voilà, on a vraiment envie de s'y abandonner. Et pour moi, ce serait peut-être celui que j'aurais le plus de facilité à porter. C'est très contradictoire, mais je pense que c'est ce qui est intriguant et plaisant dans la gamme. Je trouve qu'il illustre parfaitement bien l'idée du travail qu'a voulu rendre son créateur. Et il me semble avoir compris que c'est également celui-ci qui est le chouchou en général, donc c'est le préféré d'Eric. Je te le dis, moi, à l'aveugle, c'est celui que j'ai préféré direct, donc il doit avoir quand même quelque chose soit de très séduisant, soit de plus facile à apprivoiser. Ou les deux, je ne sais pas. Et c'est sur ces bonnes paroles sauvages que je vous laisse. J'espère que cette revue vous a plu. Donnez-moi en commentaire peut-être des idées, ou si vous souhaitez en fait me faire parvenir sur ce modèle des choses à reviewer, comme on dit en anglais. Je vous fais plein de gros bisous parfumés et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'est des loups.